Bonjour tout le monde, bienvenue au 5e épisode de Point de lire, le balado littéraire du FJBQ. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial parce qu'on est avec monsieur Yves Perron. Bonjour Yves. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, toi? On peut oui. On peut se tutoyer. On peut, bien sûr, j'espère. Alors, bonjour tout le monde. Yves est le député de Berthier-Masquinongé et le porte-parole du Bloc québécois en matière, pas d'environnement, d'agriculture, de gestion de l'offre et... Agriculture, agroalimentaire et gestion de l'offre. Ah, c'est ça, il y en avait 3. Parfait. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas personnellement ou de près, est-ce que tu pourrais décrire ton parcours personnel, professionnel et qu'est-ce qui t'a amené à la politique dans ta vie? OK. Indépendantiste toujours. Si je n'étais pas indépendantiste, je serais encore prof au secondaire, assurément. Okay. Alors, je suis un prof du secondaire. J'étais enseignant pendant 25 ans. Qu'est-ce qui m'a amené à la politique, c'est le fait que ce ne soit pas à mon goût tout le temps. Un fameux soir de résultat électoral où j'étais insatisfait et que je chialais haut et fort dans mon salon. Je me suis posé une question très simple. « Mais toi, qu'as-tu fait? » Et le lendemain, j'ai appelé, à l'époque, c'était au PQ. Okay. J'étais un militant de longue date au PQ. Quand le Bloc québécois a connu des difficultés, moi j'aidais le Bloc québécois de façon sporadique pendant de nombreuses années. Et quand le Bloc québécois a connu des difficultés, je me suis investi davantage parce que c'est une force politique dont le Québec a absolument besoin. Tant il y a aussi longtemps qu'on sera coincé dans la Fédération canadienne. Et on le démontre à chaque jour, à chaque minute, je dirais presque à chaque seconde de ce temps-là. Donc, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je suis là. Et je me suis investi dans Berthier-Masquinongé. Parfait. Puis, est-ce que le travail de député, c'est ce que tu imaginais? Ou c'est quoi les avantages et désavantages d'être un député? Parce que de l'extérieur, ça peut avoir l'air très, très imposant. Mais quand on est dans la machine là, qui roule, comment c'est? C'est quand même imposant au niveau de la lourdeur de la tâche. Mais ça dépend beaucoup de la personnalité. On le voit à la Chambre des communes, là, il y a quelques élus de d'autres formations politiques qui n'ont pas l'air de travailler si fort que ça, mais au Bloc, on est tous des passionnés. On a tous le souci de faire notre travail convenablement et de servir notre population aussi adéquatement. Alors, c'était quelqu'un d'un peu intense. Tantôt, je t'ai dit, moi, j'étais prof pendant 25 ans, mais j'étais un prof qui faisait secondaire en spectacle, qui faisait festifilm, qui faisait des parades de mode, qui faisait la radio étudiante, qui faisait des voyages, échanges à l'intérieur du Canada, échange, voyage aux États-Unis, voyage à l'international, de coopération internationale. Ça donne un petit portrait, un peu de la personnalité. Fait que quand j'arrive en politique, je veux aussi tout faire. Fait que le premier défi, c'est ça, parce que ça devient impossible à cause de l'ampleur de la tâche. Donc, il faut vraiment faire des choix, s'assurer d'être aux endroits qui sont importants et où on peut faire une différence. Je te dirais, c'est la grosse difficulté. Mais j'ai côtoyé quand même des députés depuis longtemps, donc j'avais une idée là, de la fonction et de la tâche. Dont tu peux... je reformule ma phrase. Ce qui est difficile à prévoir, c'est comment toi, tu vas gérer ça. Parce qu'au début, on a l'air d'avoir beaucoup de pouvoir, mais il y a un paquet de choses qu'on ne contrôle pas. Et pour présenter une idée à la Chambre de communes, il faut d'abord que tu la présentes à ta gang, que tu la vendes à l'interne. Puis il faut comprendre les méandres, les mécanismes. Alors, dans les premiers mois, là, je vous dirais que c'est un apprentissage. La courbe d'apprentissage est très forte, mais c'est un travail qui est passionnant, où on peut vraiment faire une différence. Puis des fois, c'est pas toujours la différence énorme qu'on aurait voulu faire, mais chaque pas est important. C'est un peu ça, là. Je parle beaucoup, là. Non, mais c'est parfait, c'est ça. Mais c'est bien de pouvoir connaître davantage le rôle d'un député, parce que des fois, les gens s'imaginent que le député, c'est comme un peu un dieu qui peut tout contrôler dans sa circo, puis qui a vraiment une capacité d'agir immense. Mais des fois, c'est ça, il y a beaucoup de... Même pas de bâton dans les roues, mais il y a beaucoup de blocages où c'est très lourd dans les institutions à faire changer des fois. Dans les institutions, oui. À la Chambre des communes, oui. Au niveau du gouvernement, c'est normal. On est quand même 338, fait qu'on ne peut pas tout décider tout seul. Il faut passer par vote, ainsi de suite. Mais au quotidien, dans les circonscriptions, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que le véritable gouvernement de la population québécoise, c'est le gouvernement de Québec. C'est l'Assemblée nationale. Je vous dis, là, tout le monde me disait pendant des années, tu vas voir, Yves, si jamais tu es député du Bloc, tu vas devenir plus indépendantiste. Et moi, je leur riais au visage en disant, c'est impossible, je suis le plus convaincu des convaincus. Je suis un prof d'histoire en plus. Fait que, bon, et je suis obligé d'avouer aujourd'hui que c'est vrai.
parce que le quotidien nous démontre qu'à chaque dossier, chaque événement, il y a beaucoup de chevauchement de juridiction. On peut aider, on peut être un leader régional. Moi, j'interviens quand même, quand ce n'est pas nécessairement notre champ, évidemment, en étant soucieux, on est des bloquistes, on les protège, nos champs de compétences. Donc, en étant soucieux de ne pas piler sur les oreilles, sur les oreilles et les orteils de personnes, mais surtout sur les orteils. Donc, tu sais, en respect avec nos élus de Québec, nos élus municipaux, mais on peut donner un coup de main, mais il faut respecter là où sont les responsabilités. C'est un défi, ça aussi, là, parce qu'on veut aider notre monde, on ne veut pas leur dire « Ah, ben ça, je m'en occupe pas. » C'est pas ma personnalité. Moi, j'ai bien de la misère à faire ça. On travaille fort. Parfait, super. Bon, ben, sur ça, je pense qu'on peut passer à la présentation de la BD. Donc, la BD d'aujourd'hui, c'est une BD sur l'agriculture, puisqu'on a la chance d'avoir le porte-parole en agriculture du Bloc québécois. Je vais la présenter assez rapidement. Ça s'appelle « Faire campagne » et c'est un BD reportage sur le renouveau agricole au Québec. C'est-à-dire que c'est deux journalistes, si je peux retrouver les noms, c'est Rémi Bourdillon et... Ah, j'ai perdu l'autre, comment il s'appelle? Ils sont inscrits. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est Pierre-Yves César, ou j'espère pas mal prononcer le nom du journaliste. Mais en fait, c'est on va dire, ils prennent une année complète et ils font le tour de toutes les initiatives agricoles au Québec qui font partie de la relève. Donc, ils vont voir beaucoup de jeunes, de néo-ruraux aussi, des gens qui ont quitté la ville pour aller s'établir dans les campagnes. Donc, ils partent de Mont-Laurier, puis ils remontent tout le fleuve jusqu'en Gaspésie. Puis, ça montre aussi comment je peux dire, les espérances que les gens avaient en se lançant dans l'agriculture, mais aussi les problèmes qu'ils ont pu rencontrer, les embûches qu'ils ont pu vivre dans le développement de leur ferme, de leur modèle économique. Et c'est une BD là, d'à peu près une centaine de pages et le dessin est assez beau. Là. Je pense que je peux faire une petite présentation à la caméra. C'est assez réaliste et ça aide vraiment à embarquer dans les problèmes du monde parce que c'est une BD reportage assez réaliste. Donc, on voit vraiment le travail énorme qui a été mis dans la récolte des entrevues, dans les rencontres avec les intervenants. Je pense qu'il y a Roméo Bouchard aussi qui est interviewé dans le BD reportage. Donc, c'est très complet. Et il y avait plusieurs enjeux de la BD dont j'aurais aimé parler avec toi parce que c'est le milieu agricole est un milieu qui, quand on ne le connaît pas, peut être assez imposant. Il y a beaucoup de fonctionnements qui sont un peu nébuleux. Donc, j'avais quelques questions qui étaient abordées dans la BD. Puis, on va commencer sans attendre. L'agriculture, c'est une compétence qui est partagée à la fois par Québec et par le fédéral. Ouais. Comment on fait pour partager quelque chose qui est aussi ancré dans le territoire? Parce que l'agriculture, c'est une terre qui est vraiment dans la province. C'est pas comme une compétence un peu abstraite. Comment est-ce que le partage s'opère entre les deux? Ma première réponse à ça, c'est carrément que ça n'a pas de bon sens. Okay. Quand je te dis qu'on devient indépendantiste de plus en plus à chaque jour, c'en est un bon exemple. Je vais juste prendre le partenariat pour l'agriculture canadienne qui est en négociation présentement. Tous les programmes d'assurance des productions agricoles qui sont en négociation, c'est extrêmement lourd. Et on doit avoir l'accord de toutes les provinces pour modifier des programmes. Bon, je ne veux pas tomber dans les trucs trop techniques que les gens ne connaissent pas, mais mettons AgriStabilité, exemple. C'est un programme d'assurance qui va venir compenser quand tu as une mauvaise année. Pendant des années, on compensait à partir de 85 % de pertes. Je simplifie au maximum. Il faudrait que j'explique plus que ça. Là. Bon. Et ça a été coupé, ça, par le gouvernement Harper en 2013. Et on est en négociation pour ça. Les producteurs réclament une augmentation de ça. Ce programme-là, actuellement, au niveau pan-canadien, il fonctionne encore grâce au Québec parce que Québec vient compenser ce programme d'assurance-là qui est inefficace. Il compense actuellement 70 %. Si bien que les producteurs agricoles dans le reste du Canada ne s'inscrivent pas parce que ça ne paye pas. C'est comme si je te disais, je vais te vendre une assurance pour habitation, puis je vais te payer 7 fois sur 10 si jamais tu passes au feu. Il y a quelque chose comme ça. Il ne fonctionne pas. Fait au fil des années, une année pourrait être rentable, mais sur 20 ans,
Les producteurs jugent que c'est pas rentable pour eux de cotiser, donc ils cotisent pas. Puis le régime est en train de mourir, dans le fond. Ce qui fait qu'il fonctionne encore, c'est que Québec augmente, lui. Parce que, heureusement, on a un gouvernement quand même au Québec qui est assez proactif. Puis c'est assez ahurissant, ça aussi, au niveau pan-canadien, quand on arrive là, de se rendre compte. Je l'enseignais avant, je le savais en théorie, mais dans la pratique, de se rendre compte à quel point les autres gouvernements provinciaux sont moins actifs, moins présents dans toutes les sphères, dans l'agriculture particulièrement. Okay. Fait que là-dessus, l'exemple concret que je voulais te donner, c'est que là, il y a les 3 provinces de l'Alsama, l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, qui disent qu'ils n'ont pas d'argent pour monter le régime d'assurance. On demandait 85, la ministre a proposé seulement 80. Puis ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, puis ça ne monte pas. Fait que là, l'UPA, nos producteurs au Québec, eux disent le fédéral devrait aller de l'avant avec les provinces qui veulent. Mais le fédéral nous répond, non, il faut que ce soit tout le monde. Et là, on est comme bloqué là-dedans. On est en négociation là-dessus et c'est très complexe. Fait que ça arrive souvent, ce genre de truc-là. Puis surtout en début de mandat, là, je suis rendu meilleur d'un niveau de compétence, puis qu'est-ce qui est Québec, puis qu'est-ce qui est Ottawa. Mais au début, là, j'avais souvent des idées, puis j'allais voir la recherche, puis je me disais, là, il faut faire une lutte pour ça. Puis elle me disait, non, ça, c'est Québec. C'est Québec. Tu ne peux pas toucher à ça. Puis comme bloquiste, évidemment, on fait attention à ça aussi. Donc, ça complexifie les choses. Mais je te dirais que ça nuit plus souvent que ça aide. OK. Donc, Québec se retrouve on va dire, à patcher les trous des programmes ou ce qui ne fonctionne pas au fédéral, en fait. Dans ce cas-là en particulier, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est partout, là, mais dans ce cas-là en particulier, dans cet exemple-là, oui. Sinon, le fait d'être regroupé comme ça, quand on signe des ententes internationales, par exemple, on l'a vu dans les 3 dernières ententes, notre système de gestion de l'offre qui est beaucoup plus présent au Québec et en Ontario, mais c'est beaucoup plus au Québec. C'est comme 60% au Québec maintenant. OK. Et on est sacrifié dans les 3 dernières ententes commerciales. Pourquoi? Pour donner de l'accès au marché du grain et du bœuf de l'Ouest dans les pays européens, par exemple. Puis on sacrifie le lait, le fromage, qui est surtout au Québec. Okay. Et puis au global, ce qu'on se rend compte, après un certain nombre d'années d'application, c'est que le bœuf canadien, il n'est pas rentré en Europe. Parce qu'on utilise un produit pour nettoyer les carcasses qui n'est pas accepté là-bas. OK. Mais que les fromages européens sont rentrés ici aussi. Puis là, il faut faire attention à qui on donne le droit d'importer. C'est hyper technique. C'est un dossier qui est passionnant, mais qui demande beaucoup de temps et d'analyse parce que il y a beaucoup d'imbrications techniques. Là. Je ne sais pas si je réponds comme une fois à ta question. C'est très complet. Mais justement, parlant de gestion de l'offre, dans les dernières années, on a vu beaucoup de remises en question de sa pertinence. Ouais. Pendant les dernières élections, il y avait beaucoup... Au Parti populaire du Canada, on voulait l'abolition complète. Chez les conservateurs, il y avait comme une porte ouverte peut-être à faire des modifications pour permettre à plus de produits étrangers de rentrer. Est-ce que la gestion de l'offre aujourd'hui, c'est encore pertinent? Et c'est quoi les avantages? Mais est-ce qu'il y a aussi des défauts à ce modèle-là? Okay. Puis quand est-ce que ça a été mis en place aussi? C'est une très, très, très bonne question. C'était en place il y a longtemps, je pense des années 70. 70? Ça fait un bout de temps. Il faudrait que je vérifie la date. Là, tu me coinces un peu sur la date. Mais c'est pas grave, je ne peux pas tout savoir par cœur. Mais au niveau du message pour la gestion de l'offre, là, il y a peut-être une correction à faire dans la question. Quand tu dis qu'il y avait de l'ouverture, tous les partis politiques qui sont présents à la Chambre des communes, tout le monde dit qu'il faut protéger la gestion de l'offre, qu'il faut la garder. Et dans le discours, ils promettent la main dans les airs, l'autre main sur le cœur, l'alarme au coin de l'œil. Nous allons protéger la gestion de l'offre. Puis quand vient le temps de signer le papier pour voter un projet de loi pour protéger ce modèle-là, là, il n'y a plus grand monde autour de la table. Okay. Ça donne une idée de ce que ça peut devenir l'ironie de la politique. Là. Puis, tu sais, quand on juge les citoyens parce qu'ils trouvent que la politique, c'est un peu n'importe quoi, puis que les gens parlent, bien, ça, c'est un bel exemple en maudit. Là. Un exemple de cynisme un peu là, en politique. C'est ça. Ouais. On parlait de raisons pour faire de la politique tantôt. C'est la première que je nomme toujours, c'est l'indépendance du Québec, mais la deuxième, c'est ça. Moi, je suis là pour que ça arrête d'être ça. Okay. Puis le petit bout que je peux faire, bien, je le ferai. Souvent, à la Chambre des communes, je me lève, puis je dis là, vous allez arrêter de me dire que les conservateurs ont coupé ça en telle année, puis que les libéraux sont pas bons sur telle autre affaire. On a un projet de loi, exemple, sur la pension des aînés, là, on peut s'en parler. J'essaie de ramener. Je ferme la parenthèse. Gestion de l'offre. Oui. Écoute, c'est un système qui a beaucoup d'avantages, qui permet de gérer les ressources adéquatement. Dans le fond, ce que ça fait, là, c'est qu'on fixe les quantités produites, puis on fixe le prix, puis on contrôle la qualité. Ça garantit un niveau de vie décent à nos producteurs agricoles.
Ça garantit un produit de très grande qualité pour la population. Ça évite le gaspillage alimentaire. Malgré des fois l'impression que les gens peuvent voir, ça arrive de temps en temps, on a jeté du lait, là, puis c'est un gros scandale, mais même au début de la pandémie, là, ils ont jeté du lait, mais ça n'a pas duré longtemps. Okay. Et si on arrive à des systèmes comme ça, c'est parce qu'une vache, malheureusement, on n'a pas de valve on-off là-dessus. Là, c'est bon. Il faut s'adapter à la production c'est ça. OK. Mais donc, c'est un système économique qui permet de sécuriser notre monde. Parler aux producteurs de grains, là, cette année, ils sont contents parce que les prix montent, mais le prix des engrais monte aussi. Ils ne sont pas contents pour d'autres choses. Mais tout ce qui est libre-échange, tout ce qui est... Puis je ne dis pas d'arrêter de faire du libre-échange, je pense qu'on est capable de faire deux choses en même temps. Mais mettons les producteurs de porc actuellement. OK? Bon, il y a des dynamiques au niveau de l'abattage, puis au niveau de la découpe. Puis là, il y a des marchés qui sont fermés. Par exemple, la Chine, qui font des pressions économiques là, importantes sur le Canada parce qu'ils sont fâchés après nous autres. Mais la Chine, c'est une grosse perte pour les producteurs de porc parce qu'ils achètent des parties qui ne sont pas valorisées ici. Eux, ils mangent tout l'animal au complet. Donc, c'est difficile quand c'est des marchés internationaux, puis le prix va baisser. Puis ils sont à la merci de ça. C'est pour ça que ça nous prend des bons systèmes d'assurance pour garder une stabilité. Dans la gestion de l'offre, on n'a pas besoin. Parce qu'on s'autorégule. Et ça permet aussi de garder des entreprises de taille familiale. Ça, c'est la base de tout. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent quand on parle de gestion de l'offre. Des fois, je me faisais « Ah, mais là, c'est comme un régime communiste. » Pas du tout. C'est une mise en marché commune. Puis, ironiquement, j'étais à l'Assemblée générale des producteurs de bovins cette année. Et vous savez que c'est une grosse problématique quand ils vendent un veau. Là, souvent, le veau va être abattu à la ferme parce qu'il faut qu'il paye pour le mettre sur le train ou le mettre sur le camion. C'est pas rentable. Donc, il y a de l'euthanasie. C'est complètement ridicule. Ils n'ont pas le prix parce que ça fonctionne par encans. Et là, ils voulaient tenter cette année, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais faire des lots anonymes. Donc, un groupe de bêtes qui viennent de différentes productions agricoles pour essayer de regrouper la mise en marché. C'est un petit pas vers un système qui pourrait ressembler à une gestion de l'offre. Donc, la gestion de l'offre, ça permet ça. Ça permet un partage des richesses plus équitable aussi. La mise en marché est faite par les coopératives. Et ça, c'est fondamental. Puis quand on laisse entrer des produits étrangers, ce qu'on fait là, dans les 3 derniers accords commerciaux, là, dans les œufs, la volaille, et puis le lait, là, on se trouve à venir briser le système. Parce que si moi, mettons, OK, il y a une crise économique, il y a une baisse subite de la demande, je vais reprendre l'exemple de la pandémie parce que c'est facile à expliquer. Là. Au tout début de la pandémie, dans les premiers jours, il y a eu une insécurité énorme. On se souvient tous de l'anecdote du papier de toilette chez Costco, là. les batailles. Là, il y a eu la même chose un peu dans tout. Ils se sont garochés sur les produits laitiers, et ainsi de suite. Puis quand les gens se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de pénurie, là, ils ont arrêté d'en acheter parce qu'ils avaient fait beaucoup de stock. C'est ça qui est arrivé. Le prix a monté très vite puis il est redescendu. En fait, le prix est stable. Fixé par la Commission canadienne du lait. Exactement. Ça a évité justement qu'il y ait une fluctuation. Voilà. Ça, c'est un autre avantage. Il y a un paquet d'avantages. Le prix est stable. Mais là, les gens ont arrêté d'acheter tout simplement. Puis là, on s'est retrouvé avec un surplus de production temporaire. Là, on a été obligé d'acheter du lait pendant une très courte période. Et ce qu'on a fait en parallèle avec ça, puis ça, c'est une de mes initiatives, ça, je suis content qu'on puisse en parler parce que c'est très technique. La Commission canadienne du lait, qui est l'organisme qui cherche ça au niveau pan-canadien, a une marge de crédit auprès du gouvernement fédéral pour acheter des produits de longue conservation quand il y a un surplus. Du fromage, du beurre. Et les transformateurs ont l'obligation de racheter ces stocks-là derrière d'une certaine période de temps. Et là, je pense que c'était à 300 000, on l'a monté à 500 000. Et ça a permis d'absorber ça aussi, une portion des surplus. Fait que c'est ça. Fait que, ils se sont ajustés rapidement. Puis toutes les entreprises agricoles ont eu besoin de soutien financier, mais ceux dans la gestion de l'offre se sont tirés d'affaire beaucoup mieux que les autres pendant la pandémie. Pourquoi? Parce que c'est un système qui est solide, qui est réglementé. C'est notre modèle d'exploitation et c'est pour ça qu'il ne faut pas le laisser détruire. Je parle longtemps, tu me le dis trop longtemps. Non, c'est ça. J'ai bien de la misère à arrêter quand tu me passes là-dessus. Là. Mais ça a plus d'implications que ça, la gestion de l'offre. Quand je disais tantôt que ça préserve les fermes familiales, si on n'a pas ça, il y a inévitablement une concentration des entreprises qui va se dérouler. Donc,
toujours des entreprises. Si je peux faire, parce que là, tu pars sur un sujet, puis je pense que je peux attraper une question avec ça. Vas-y donc. Tu parlais de concentration. Ouais. On voit au Québec, il y a un phénomène d'accaparement des terres. C'est-à-dire que tu parlais du modèle familial, mais on voit que souvent, quand un agriculteur vend une terre, c'est que le prix est tellement élevé que c'est souvent un autre qui va racheter une parcelle ou un terrain ou une terre à vendre. Et je ne sais pas si toi, tu l'as vu dans les dernières années, mais les fermes familiales, justement, est-ce qu'ils ont tendance à grossir beaucoup? Parce que ce qui était dénoncé dans la BD, justement, c'est deux choses. C'est que les fermiers rachètent entre eux les terres, donc il y a un phénomène de concentration. Et de l'autre côté, il y a l'étalement urbain qui vient aussi grignoter une partie des terres disponibles. Donc, est-ce que justement le modèle de ferme familiale est encore valide aujourd'hui ou est-ce que c'est plus une image qu'on essaie de vendre? En fait, il est valide, mais c'est sûr qu'il est menacé. Et c'est pour ça que la gestion d'offres est intéressante. Parce que ça permet d'assurer les revenus stables à chaque entreprise. Tu n'as pas besoin d'avoir 850 vaches pour être rentable. L'enjeu est là. Puis si on n'a pas ça, ben, il va se passer ce que tu viens de nommer. T'sais. La terre est à vendre, c'est très dispendieux. Fait que là, c'est le voisin qui va l'acheter. Ça fait en bout de piste ça que dans le rang qu'on avait 20 familles, il va en rester 2 familles. Après ça, les citoyens vont aller se plaindre au gouvernement du Québec que l'école du village est vide, puis qu'il y a son enfant qui est obligé d'aller à l'école 3 villages plus loin. Ouais, 40 minutes d'autobus. Quand on parle de notion d'occupation du territoire, occupation dynamique du territoire, protecteur de l'environnement aussi. J'ai des projets là-dessus, on en parlera un petit peu plus tard dans l'entrevue. Je ne vais pas partir trop sur une dérape. Mais pour revenir sur les terres, effectivement, la valeur, c'est une problématique. Il y a eu beaucoup de spéculation. Et c'est clair qu'il y a un bout de cette responsabilité-là qui relève des producteurs agricoles qui se rachètent un peu plus cher, et ainsi de suite. Mais ils ont besoin aussi de ces terres-là. C'est une problématique qui est énorme. Et ça, il faut qu'on s'y attaque. La Fédération de la relève agricole du Québec, FRAC, pour les intimes, ont des propositions intéressantes là-dessus. Création d'une fiducie pour démarrage et des trucs comme ça. Donc, il y a des pistes de solutions. Mais il va falloir être avant-gardiste. Et malheureusement, je retourne dans les juridictions fédérales provinciales, mais c'est constant. Le Québec est beaucoup plus proactif là-dessus que le fédéral. Et ça pourrait aider qu'on contrôle tous nos leviers. Mais il y a un travail important à faire là-dessus parce qu'effectivement, mais en parallèle avec ça, par exemple, Rémi, je veux peut-être vous rassurer, là, l'année dernière, c'était la première année depuis quasiment 20 ans qu'il y avait plus d'entreprises agricoles à la fin de l'année qu'au début. Ah, bon. Et la raison de ça, c'est les micro-entreprises ou les petites exploitations agricoles. Donc, il y a ça aussi qui est en développement et qui est encouragé beaucoup là, par les producteurs agricoles également. Donc, puis, au niveau de l'agriculture de proximité. Fait que ça, c'est une lueur d'espoir, je te dirais. Mais c'est sûr que l'acquisition de terre, là, ça pose un problème. Là. Puis c'est complexe aussi au niveau fiscal, notarial. Oui. Okay. Puis tu parlais justement, tu fais des super bonnes transitions. Tu parlais d'une relève. C'est parce que je réponds trop longtemps aux questions. C'est pour ça. Non, c'est parfait. Mais tu parlais d'une relève agricole, puis justement des nouveaux modèles qui commencent à émerger. Ouais. Une critique qu'il y avait dans la BD puis que les journalistes ont rencontré chez beaucoup de producteurs, c'est les quotas de production. C'est-à-dire que, admettons, si tu veux produire des poulets ou des poules pondeuses ou des dindons, tu as une certaine limite que tu ne peux pas dépasser si tu n'arrives pas à acheter un quota. Ouais. Mais ce qui était dit, c'est que les quotas sont trop bas si tu veux faire une entreprise de taille moyenne ou un peu plus productive. Mais dans les autres provinces, il n'y a pas ces quotas-là. Par exemple, sur les dindons, les poules pondeuses, je pense en Alberta ou dans l'Ouest, il n'y a pas de quota. Donc, il y avait des entreprises qui se retrouvaient un peu bloquées, puis devoir faire moi je pourrais dire un peu magouillés. Tu sais, on met des poulets chez un voisin pour pas que, justement, les inspecteurs découvrent que tu as plus que 100 poulets pour produire. Est-ce que ces quotas-là devraient être revus? Parce que ça peut être un bâton dans les roues de moyennes entreprises familiales qui voudraient se créer, mais qui sont bloquées. Il y a plusieurs choses dans ta question, mais la production des dindons est régie sous gestion de l'offre partout au pays. Okay. Là, je ne sais pas s'il y a certaines places où c'est plus permissif pour les quantités de base. Pour les quantités ici, au Québec, c'est moins que ça. Je pense que c'est 25. Les détails, d'ailleurs, là, je ne les connais pas, mais il y a une raison à ça. Hein. C'est sûr que quand tu régules un marché, tu régules les quantités, ben là... C'est comme quand je dénonçais tantôt de laisser rentrer des produits de l'étranger. C'est un peu la même chose. C'est que si ces productions-là deviennent trop un peu importantes, ben le système de gestion de l'offre va être débalancé.
Il y a des façons d'avoir accès à des quotas. Entre autres, il y a des locations de quotas qui se font pour les entreprises en démarrage. Donc, il y a des pistes de solutions, mais clairement, c'est le fun parce que je pense que la BD identifie vraiment des problématiques urgentes à régler. Il faut faire beaucoup de travail sur la valeur des terres puis l'accès aux quotas de production. Parce que mais de là à les retirer, il y a une marge énorme là, que je pense qu'il ne faut pas franchir. Puis de là à trop déréglementer aussi, il y a un danger. Je voudrais juste vous citer l'exemple de la grippe aviaire présentement. Je ne sais pas si tu es au courant, mais la grippe aviaire est rendue sur le territoire québécois. Bon, c'est arrivé avec les bernaches d'Amérique. Là. Puis là, c'est des productions de canards, entre autres, qui sont infectées. La biosécurité, c'est super important dans la production de volailles. Et là, si tu as les poulaillers industriels, puis pas loin, tu as un petit exploitant qui, lui, contrôle moins l'entrée, puis là, la grippe aviaire rentre là. Je ne veux pas faire peur à personne, mais puis il n'y a pas juste du noir ou du blanc, il y a beaucoup de tons de tons de gris. Mais moi, j'adore les petites productions, puis peut-être qu'il y a quelque chose à faire en entre-deux. Là. Oui, parce que... Et puis il y a des choses, entre autres, on a eu un enjeu l'année passée, là, puis qui est en train de se régler, je pense, sur les poules de fantaisie. Il y a des gens qui faisaient de la reproduction de différentes races de poules. Puis là, il y avait une restriction au niveau des quotas. Il y avait des négociations. Il était sur le bord de, je pense, d'octroyer des quotas gratuitement là, pour 7 produits. Là, je dis ça, mais je ne sais même pas si c'est fait. Là, c'était des discussions internes qu'on a eues. Mais il y a moyen de jouer là-dedans. Mais effectivement, c'est une difficulté pour ces entreprises-là. Mais il y a d'autres façons aussi qu'ils peuvent faire, c'est de se diversifier. On a une entreprise dans la circonscription, la ferme Gervais, entre autres, là, qui a un super de beau modèle, qui a pris le principe de l'autonomie alimentaire, donc de produire un peu de tout pour sa famille, x10. Fait qu'un peu partout, dans différentes productions, ils sont en deçà des quotas quand c'est sous gestion de l'offre, sinon, il n'y a pas de problème. Et c'est une entreprise qui fonctionne très bien. Fait qu'il y a des façons aussi d'innover là-dedans, mais l'agriculture, c'est un monde en mouvement. Fait que ça, il faut apporter ces sujets-là. Puis ces gens-là, j'imagine que faudrait peut-être qu'ils s'investissent au niveau de l'UPA. Justement, parlant de l'UPA, puis parlant de l'agriculture, qui est un modèle un peu en mouvement constant. Je sais où tu vas aller. Un des gros... Peut-être un reproche, c'est un terme trop fort, mais une problématique qui est pointée dans la BD, c'est le monopole syndical de l'UPA. C'est-à-dire que l'UPA est la seule instance qui est habilitée à représenter les agriculteurs au Québec. Et un reproche qui était fait, c'est que l'UPA est dans un modèle un peu plus productiviste. Et là, tu pourras me dire si tu trouves que les critiques sont trop fortes ou pas appropriées. Mais un modèle assez productiviste qui pousse à une standardisation des produits. Je me rappelle, il y avait un élevage, si je ne me trompe pas, de veaux ou peut-être un autre animal, mais je ne me souviens plus. Puis eux, ils sont en Gaspésie, mais vu qu'il y a une méthode d'abattage standardisée au Québec, il fallait qu'ils transportent leurs bêtes à Québec où il y a un abattoir et ils ne pouvaient pas le faire chez eux. Donc là, ça faisait beaucoup de contraintes de transport parce que justement, l'UPA avait fixé une norme nationale au Québec pour l'abattage, ou sinon, il y avait... Je finis la question, puis je mets beaucoup de points, mais il y avait aussi d'autres regroupements, je pense à l'Union paysanne ou l'AKP, qui étaient des regroupements qui essaient un peu, pas de concurrencer, mais de faire valoir un autre modèle que celui de l'UPA. Est-ce que l'UPA, c'est encore pertinent aujourd'hui, ou est-ce que c'est un modèle qui devrait être peut-être pas aboli, mais auquel on devrait mettre une concurrence? Ma première réponse, c'est plus que jamais que c'est pertinent. Parce que la force du nombre, ça va toujours gagner. Quand le premier ministre du Canada rencontre le président de l'UPA, il rencontre en une seule fois l'ensemble des producteurs agricoles du Québec. La voix porte. Elle porte fort. Je peux te le dire, parce que l'an dernier, on a fait une conférence de presse avec Marcel Groslot à l'époque, qui a maintenant été remplacé par Martin Caron, qui est notre voisin d'ailleurs, tout près d'ici. Ah, bon. Mais on avait fait une conférence de presse à Ottawa et ça avait ébranlé les murs du temple parce que c'est arrivé très rarement que l'UPA sorte avec un parti politique. C'était pour faire la promotion de la loi sur la gestion de l'offre. Mais c'est un exemple précis que je dis pour... La force du nombre, tu vas toujours être gagnant avec le nombre. Okay? Mais il y a plusieurs choses dans ta question. Là. Les normes d'abattage, c'est fixé par les gouvernements, puis fédéral, puis provincial. Puis il y a 3 catégories d'abattoirs, c'est super compliqué. Et l'enjeu de la rentabilité et du transport, c'est fondamental. Puis moi, c'est quelque chose sur quoi je travaille quotidiennement.
encore cette semaine, là, j'ai travaillé en comité pour qu'on mette une recommandation pour qu'on augmente le financement parce que c'est difficile que ce soit rentable, ces entreprises-là. Mais c'est peut-être pas juste sur l'abattage en lui-même, mais le fait qu'il y ait une norme standardisée pour tout le Québec, des fois, ça peut... Peut-être que... Je veux pas dire que ça nuit, mais ça peut des fois freiner les initiatives qui voudraient surgir. Mais ces normes-là, la plupart du temps, c'est pas l'UPA qui les a faites. C'est juste ça que je veux nommer. Là, ça vient des gouvernements. Et ça a une raison. L'Agence canadienne d'inspection des aliments, pour des contrôles de qualité, des fois, ils sont beaucoup trop intenses dans l'inspection puis dans le harcèlement, même, je dirais quasiment, de certaines entreprises. Moi, j'ai été témoin de cas là, où tu te dis, ben voyons donc. Mais sur la base... Il n'y a pas personne, je pense, qui veut avoir la viande qu'on n'est pas sûr de la qualité. Oui. Mais il y a une différence entre ça et la production artisanale. Puis il y a des moyens, là, il y a des gens qui font ça, là, de la vente de proximité, avec des bouchers, et ainsi de suite, mais c'est plus complexe. Mais l'abattage, tu touches quelque chose de fondamental. Puis là, il y a des nouvelles réglementations sur le bien-être animal. Ça vient du fédéral. C'est correct. Il n'y a pas personne qui est contre ça. Sauf qu'à un moment donné, il faut que ça soit réaliste aussi. Tu ne peux pas faire débarquer tes veaux à toutes les 2 heures pour leur donner du lait en transport quand l'abattoir est trop loin. Fait que là, il va falloir améliorer notre infrastructure de transformation régionale. Ça c'est une des choses que je travaille intensément. Là. Je ne sais pas si j'ai perdu des bouts de ta question. Tu parlais de l'UPA, en fait, c'est ça? Oui, mais c'est ça. La division syndicale, Union paysanne ou CAP. C'est ça, mais tu sais, je vais donner l'exemple. Au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de monopole et ça semble... là, je ne veux pas trop m'avancer, mais selon la BD, je me fie toujours à ma BD, ça semblait fonctionner relativement assez bien. Est-ce qu'il y a de la place dans le modèle agricole, justement, pour l'Union paysanne ou la CAP ou n'importe quel organisme ou regroupement qui voudrait surgir? Je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a de la place dans l'UPA. Puis je veux pas être trop pro-UPA. Les gens vont dire « oui, il est vendu à l'UPA ». C'est vraiment la force du nombre. Puis c'est par l'intérieur qu'on change ces choses-là. D'ailleurs, l'Union paysanne, là, on en entend beaucoup moins parler maintenant qu'il y a 10, 15, 20 ans, là, où c'était vraiment beaucoup plus fort. Mais ça a eu un impact important au sein de l'UPA. Ils sont beaucoup plus proactif pour les petites entreprises, pour la relève aussi. Et c'est positif qu'il y ait de la contestation. Puis, on est en démocratie, moi je pense que c'est sain, là. Mais de là à diviser les forces de représentation, moi je fais un parallèle, puis je sais pas, certaines personnes vont peut-être le trouver que c'est un parallèle qui est trop fort, mais regardons le mouvement indépendantiste québécois. On avait autrefois le PQ qui était une coalition indépendantiste, qui est maintenant fractionnée. Là, on a Québec solidaire, parce que c'était passé à gauche par Mme David. Là, on a Climat Québec qui est nouveau. On a... il y avait Option nationale qui n'existe plus. Il y a eu la fraction Option nationale. Il y en a un autre qui s'appelle Parti pour l'indépendance, là, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui existe, là, qui est assez marginal. Donc, si ces gens-là s'étaient investis dans la première formation politique, ce serait plus fort. Moi, c'est... Tu sais que j'ai travaillé à la réunification du Bloc québécois aussi après 2018. C'était le même principe. Je ne pouvais pas accepter qu'on se retrouve avec 2 formations politiques qui défendent le Québec au fédéral. On aurait la moitié des élus qu'on a là, parce qu'avec le mode de scrutin qu'on a... Je reviens à l'agriculture. Le parallèle est bon. Je reviens à l'agriculture, mais quand je te dis la force du nombre, puis c'est pas vrai, moi je les connais très bien, les gens de l'UPA, je leur parle souvent. C'est pas vrai que c'est des gens fermés ou corporatistes ou qui veulent une exportation massive. La plupart du temps, c'est le message contraire que je reçois. OK? Et je vous dirais, investissez les institutions. Puis, avant de dire, moi je forme d'autres choses, allez-y en dedans. Ça, c'est la vision Yves Perron, là. C'est pas... je ne suis pas en train de dire que je suis engagé par l'UPA, là, c'est pas ça le but. Mais moi, je ne crois pas à ça, la division des forces. Jamais, dans aucun principe. Et c'est de l'intérieur qu'on peut faire progresser les choses. Il y a des syndicats locaux, il y a des associations régionales. Martin Caron, qui vient de devenir président de l'UPA, là, il a été président de section locale au départ, puis après ça, il a été président de la Mauricie, puis là, il a été vice-président. Puis, à un moment donné, c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. En tout cas, moi, je ne crois pas à la division des forces. En tout cas, je ne le recommanderais pas. Peut-être que ça pourrait marcher, Marc. Là.
Mais s'ils investissent, ben, on peut peut-être pas investir, mais s'il y a du travail qui doit se faire, c'est au sein justement d'une coalition de forces pour réformer de l'intérieur. C'est plus davantage ça. Prendre l'exemple des profs, j'ai un enseignant. On était représenté par la CSQ. Là, il y a eu une fraction dans les dernières années, puis un groupe à Montréal là, qui a fondé un nouveau syndicat. Bon, est-ce que ce sont nécessairement plus forts? Moi, je pense qu'au global, on est affaibli face au gouvernement parce qu'il y a 2 négociations parallèles. Tu sais, ça aurait dû demeurer, moi, je pense, une frange plus radicale dans la CSQ d'origine. Il me semble qu'on est plus fort comme ça. C'est pour ça que Bernard Landry avait créé les clubs politiques, d'ailleurs. Il avait spéculé là-dedans. Puis il était supposé d'avoir d'autres facettes à ça. Mais bon. Okay. Ben non, mais c'est une bonne réponse. Puis c'est bien de pouvoir faire justement les parallèles entre le monde agricole puis la politique. Parce que c'est de la politique. L'UPA, là, ce qu'il faut comprendre, là, s'ils représentent les agriculteurs, mais c'est quoi? C'est la force politique des agriculteurs. Là. C'est leur porte-voix. C'est le syndicat. Ouais. OK, parfait. On est passé à travers toutes mes questions. Est-ce que pour finir, on va dire assez rapidement, là, est-ce que tu aurais bonne chance. un message là, pour les gens qui voudraient se lancer en agriculture? Peut-être la relève là, qui hésite encore, qui ne sait pas trop, qui hésite. Est-ce qu'il y a Écoute, tu me parles de relève, moi j'ai le goût de te parler. Moi je dis, allez-y, on a besoin de vous autres. J'ai le plus grand des respects pour ces gens-là, puis c'est pas faké, là, c'est profond. Là. Moi, j'ai ce dossier-là parce que je l'ai demandé au départ. Là. On ne m'a pas dit, Yves, tu t'en vas là. Moi, je peux-tu avoir ça, s'il vous plaît? Puis on m'a dit oui, puis je suis étonnamment reconnaissant de ça. Je trouve que c'est un secteur qui est mal défendu depuis trop longtemps. J'ai parlé des 3 derniers accords commerciaux, mais au-delà de ça, l'agriculture, là, je vais aller même au niveau pan-canadien, c'est supporté 2 fois moins qu'aux États-Unis. Okay. C'est la moitié du support. Après ça, on demande à nos producteurs agricoles de compétitionner avec ces gens-là. C'est pas équitable. Il y a une problématique aussi au niveau de la réciprocité des normes. On a des normes très élevées ici, puis on laisse rentrer n'importe quoi. Okay. Ça, c'est complexe à gérer aussi. Ils sont désavantagés. C'est pour ça que moi, je le voulais. Puisque là, j'ai parlé des États-Unis, mais si je compare avec l'Europe, c'est pire. C'est 3-4 fois. Là. Le message. La relève agricole, premièrement, on a voté une loi pour la faciliter. Dans la dernière législature, qui s'appelait C-208, qui permettait une exemption du gain en capital lors de la vente de l'entreprise familiale à un enfant ou à une personne apparentée. Sauf que là, les libéraux ont mis un doute là-dessus. Ils n'arrêtent pas d'annoncer publiquement qu'ils veulent la changer. Ça a un impact très négatif sur le terrain de ralentir les transactions. Ça, c'est révoltant. Mais le but, c'était que ce soit aussi payant de vendre la ferme à ton fils qu'à ton voisin. C'est un non-sens. On parlait tantôt là, de concentration, d'augmentation de la taille des fermes. Tu sais, ces gens-là, c'est leur fonds de pension, la valeur de leur terre et de leur quota. C'est ça qu'il faut penser aussi. Fait que quand tu dis, moi, je tiens à ce que mon fils reprenne la ferme, pourquoi je vais vieillir pauvre parce que je veux que mon fils continue la ferme? Ça n'a pas de bon sens. Il faut que ce soit permis. Je n'ai pas répondu à ta question pantoute. Mon message, allez-y, on a besoin de vous autres et on va vous supporter davantage. Puis dans les prochaines années, on travaille là-dessus au fédéral actuellement, puis c'est en train de percoler, je vous dirais. Moi, je veux vraiment qu'on revoie le mode de soutien. Je viens de le mentionner, on est moins soutenu qu'à l'extérieur. Il faut récompenser les agriculteurs pour ce qu'ils font au quotidien. Puis moi, je ne suis pas gêné de dire ça, puis de dire que ça prend des sous. Tu arrêtes de cultiver ta bande riveraine. C'est bien de valeur, mais la bande riveraine, elle rapportait X milliers de dollars par année quand elle était cultivée. Bon, il y a de l'azote dans le cours d'eau. On arrête, tout le monde en bénéficie, mais ce n'est pas juste aux producteurs agricoles à perdre ça. On devrait verser cet argent-là. Puis cet argent-là devrait être dans un compte à la disposition de l'entreprise pour que lui puisse faire la prochaine innovation au moment où lui, comme entrepreneur, jugera que c'est le bon moment pour son entreprise agricole. Exemple, refaire l'étable avec géothermie, je ne sais pas moi, un biodigesteur, n'importe quoi. Et à chaque fois, il faut reconnaître ce qui est fait parce que l'environnement, on n'a pas parlé encore je suis assez surpris de ça parce que c'est, à mon sens, il faut qu'on en parle tout le temps. Donc, je suis très content d'en parler avant la fin de l'entrevue. Mais c'est la base de toute chose. Et qui occupe le territoire puis qui a les 2 pieds dans la terre, c'est nos producteurs agricoles. Donc, c'est les premiers acteurs. Mais il faut les soutenir adéquatement. Fait que de mettre des sommes puis qu'ils soient capables d'être innovateurs. Puis si on fait confiance aux gens sur le terrain, je t'assure qu'on ne sera pas déçus. Parfait. Mais on a besoin de vous autres. Puis c'est pas une vie facile. Oui, mais c'est une vie, moi je pense que c'est une maudite belle vie. Puis les gens, ils vivent au rythme de la nature, mais ils travaillent fort.
il faut qu'on les soutienne plus que ça. C'est ça, on va travailler à vous soutenir plus. C'est ça que je dis à la relève, mais on a besoin d'eux autres. Parfait. C'est un super beau message. Puis l'environnement, ça sera un sujet pour une prochaine entrevue qu'on pourra faire si jamais... On peut faire 2 heures, si tu veux. Ben oui, parfait. Donc, je rappelle le titre de la BD, c'est Faire campagne. Vous pouvez le trouver dans toutes les librairies québécoises. Moi, je l'avais acheté chez Renaud-Bré, puis je suis vraiment pas déçu. Ça a été une super belle lecture. Donc, je vous invite grandement à vous la procurer et on va pouvoir se revoir pour un prochain épisode du Balado. À la prochaine fois, tout le monde. Bye bye. Salut.